Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est déjà le 116e numéro de notre podcast et aujourd'hui on va encore parler de 24 heures. Oui, on n'arrête pas, voilà, c'est toutes les semaines et c'est parti pour de longues années. Eh bien on va présenter non pas les 24 heures du Mans, parce que ça y est, il y en a eu des épisodes sur les 24 heures, mais bien les 24 heures de Spa, la 78e édition. C'est en 2026 que ça se passe puisqu'on a fêté le centenaire de l'épreuve qui a été créée en 1924, cette épreuve des 24 heures de Spa. Et donc on en est à la 78e édition avec plein de chiffres pour vous. Comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des petites infos insolites, des statistiques également pour vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et on va donc présenter cette édition 2026 où il n'y aura pas Max Verstappen. Supermax ne sera pas là, mais on va quand même parler des Néerlandais dans cet épisode parce que on a une top question qui vous a plu et on a eu quelques timides membres du club qui se sont risqués à répondre à cette question. Elle nous a fait un petit peu transpirer cette question, hein, Geoffroy, c'est ce que sur les Néerlandais. C'était ultra compliqué et la réponse, on n'est pas forcément d'accord. Donc, bon. C'est ça qui est bien. Mais tu sais, quand je l'ai posé la question, moi j'étais persuadé qu'ils étaient, je sais pas, genre une trentaine, quoi. Tu vois, combien de pilotes néerlandais engagés? Eh ben, ils sont beaucoup plus. Voilà, spoiler, beaucoup plus. Ils sont pas 5410, cela dit, parce que nous, c'est l'objectif. Road to 5410. On est déjà plus de 1000 dans 1100, ce beau club. 1100, 1100 ouais, je sais plus, mais c'est pas mal. Ouais. Bientôt 1200. Ouais, on n'est pas précis sur les chiffres, mais bon, on est beaucoup et on est prêt à privatiser l'Endurance 24 pour l'année prochaine, hein, aux 24 heures du Mans. Ah bah si Donc, on est 5410, oui. on peut bourrer une loge, hein, ça c'est bon. Hein. Ouais, alors on sera un petit peu serré du coup, mais j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux. En tout cas, j'ai l'impression effectivement que l'engouement des 24 heures a bien fonctionné aussi. Tout le monde était super heureux de cette édition. Alors certains, voilà, c'était un petit peu ennuyé, peut-être, c'est ce qu'on a cru comprendre dans les commentaires qu'on a pu lire sous notre vidéo et nos vidéos des 24 heures du Mans. En tout cas, c'est vrai qu'on se remet difficilement. On n'a plus 20 ans, hein, Geoffroy, de ces 24 heures du Mans et on va se relancer à corps perdu dans une autre course de 24 heures qui sont les 24 heures de Spa qui ont lieu ce week-end. Mais c'est vrai que c'était une édition quand même intense au niveau du rythme, je dirais, non? Ouais, ce qui est marrant, Non. c'est qu'il y a plein de... Si, je te contredis direct. Non, Ouais, si, c'est ça. ce qui est Non, marrant, pas du c'est tout. qu'il y a... Je vois que dans les commentaires, c'est assez varié. Enfin, en fait, tu vois, moi, j'ai dit dans le débrief de la semaine dernière, j'ai clairement dit que j'ai pas dit que je m'étais fait chier toute la course. J'ai dit que c'était pas la course que j'ai préférée c'est pas mon édition préférée des 24 heures du Mans. Oui, oui. Alors qu'il y a eu de la bataille jusqu'au bout, il y a l'écart le plus court de l'histoire de la course en termes de temps, que c'était indécis. Et j'oublie pas aussi le fait qu'avant le départ, on ne savait pas qui allait gagner. Ouais. Enfin, voilà, je mesure le truc. Mais tout de suite, t'as vu, je me suis fait reprendre de voler. Il y a des gens qui disent mais n'importe quoi, les gens qui se plaignent alors que on vit parmi les meilleures éditions, etc. C'est marrant parce que voilà, il y a cette perception qui est différente. J'ai l'impression qu'il y a que les jeunes peut-être, en tout cas les plus jeunes, ceux qui ont moins vu d'édition de 24 heures du Mans, apprécient peut-être plus le spectacle que Ouais, ceux c'est qui vrai. en ont déjà 10, 15, 20, 30 sous la casquette. Mais j'ai 30. l'impression aussi que des gens qui en ont connu beaucoup ou qui connaissent le Mans depuis longtemps euh, apprécient aussi. Tu vois ce que, enfin, je sais pas Oui, comment dire, veulent mais rêver. Ouais, si, je comprends. tu Ils vois, veulent apprécier le moment aussi. Mais c'est rigolo parce qu'on n'est vraiment pas d'accord sur cette édition. Et on n'est ouais, pas toi, d'accord je non sais plus que sur l'édition t'as... 2025. Parce que moi, 2025, je me suis un peu plus fait chier parce qu'on savait que ça allait être Ferrari qui allait être le coude à la portière. Et finalement, ils gagnent mais avec très peu d'avance face à Porsche. Et cette année, j'ai trouvé que c'était plus intense. Même si, oui, effectivement, il y a eu une grande partie d'installation. Mais comme quoi, et moi, je pense qu'il y a tout en fait dans les commentaires. Et c'est ce qu'on aime. Et Mais d'ailleurs, voilà, et on rappelle, hein, que sur les commentaires, vous pouvez avoir chacun votre avis, il n'y a aucun problème du ah moment oui, oui. d'être respectueux, quoi, je dirais. Exactement. Mais tu vois, c'est marrant, tu l'as très bien résumé sur le côté les courses d'installation. Enfin, tu t'as employé ce mot-là. Tu Ouais, vois, c'est précisément un truc où, par exemple, quand je suis rentré d'au Spa, Spa classique là au mois de mai, ouais. le soir avec Julien, on s'est fait les 500 miles d'Indianapolis. Euh,
course d'installation par excellence. Enfin, je veux dire. Ah bah c'est clair. En fait, moi, mais il se passe rien pendant 100 tours. En fait, c'est ça. Tu vas te moquer de moi, mais la première fois que j'ai regardé vraiment les 500 miles, c'était l'année dernière. Pareil, on était à Spa. Avant, j'avais des bribes d'images, mais j'avais jamais vraiment fait l'effort de regarder. Et l'année dernière, c'était la première fois où vraiment on se mettait devant la télé en mode pizza et regarder. Et je lui dis, bah voilà, enfin, tu sais comment ça marche. Je lui demande, bah voilà, c'est quoi en gros les clés, qu'est-ce que je dois. Il me dit, oh, mais t'inquiète, pendant 150 tours, on va se chercher. Je dis, mais t'es pas sérieux? Il fait, oh si. Il dit, en fait, les 150 premiers tours servent pas à grand chose. Il dit, en fait, c'est une course d'élimination. Exactement. C'est une course d'installation. Je suis d'accord avec lui. Et il dit, après, les 50 derniers tours, là, tu les verras pas passer et il y aura du show. Et cette année, c'était un peu ça. Et tu vois, moi, c'est pas un truc qui me fait les 500 miles. J'étais très content de les voir. L'année prochaine, si je me retrouve pareil avec Jus, qu'on est quelque part de retour de Belgique. Enfin, j'espère être avec vous surtout. Ouais, bah avec plaisir, mais tu vois, j'ai apprécié regarder ça avec lui. Mais moi, par exemple, tout seul, je me calerais pas devant, quoi. Ça m'intéresse pas comme forme de course. Et Le Mans, là, tu vois, même si toute chose étant égale par ailleurs, on peut pas comparer un 500 miles qui est un rush aux 24 heures du Mans, mais n'empêche qu'il y a beaucoup plus cette logique de course d'installation, alors qu'avant, moi, ce que j'aimais bien, tu vois, par exemple 2023, j'ai bien aimé le fait que la Ferrari qui gagne, à un moment, elle se retrouve dans le bac, première chicane, oui, c'est fini. C'est vrai. Menezes qui éclate la Peugeot. En fait, il y avait plein de rebondissements, il y avait plein de trucs, il y avait plein d'actions tout le temps. Et c'est ça, cette imprévisibilité que j'aime moins. Après, les 500 miles, j'ai adoré quand à chaque fois, je les confonds les deux. Rosenquist et Blomqvist, je les confonds. Ah oui. Mais quand le futur vainqueur. C'est Rosenquist là. Ouais, Rosenquist. Quand il a commencé à. Les commentaires là, c'était. Sur Canal, c'était Stéphane Gentil, je crois, et Renaud Derlot. Oui. Quand Renaud Derlot commence à dire, là, regardez, il va aller se positionner, je sais pas, on était à 7, 8, 9 tours de la fin, j'en sais rien. Quand il commence à dire, là, regardez, il va aller se positionner, il va tenter un run, voir s'il aurait le temps de passer sur la ligne, si jamais ça se finit comme ça, est-ce qu'en prenant tout à enfin, en fait, il a vraiment fait une simulation d'ultime dépassement, machin. Et Julien, il me dit, voilà, il dit là, on est vraiment dans le cœur du truc. Il dit, c'est ça. Il dit là, c'est vraiment de la répétition, voir où ça va se placer. C'est ça la finesse d'Indianapolis. Moi, tu vois, moi ça, je trouve ça trop bien. Et en fait, l'endurance, tu vois, nous on est entre passionnés d'endurance club, enfin dans l'endurance club, je veux dire entre passionnés. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'endurance aussi. Et ça me dérange pas qu'il y ait une petite partie où en fait on place ses billes, on n'est pas dans le rush complet. Alors oui, on a l'habitude de dire que c'est un sprint de 24 heures maintenant. Et je suis quand même mitigé à ce sujet-là parce que c'est un sprint dans le sens où on va essayer quand même de maximiser le timing, mais on va pas tout donner non plus, on va pas prendre tous les risques pour faire une simulation qualif à chaque tour d'un relais. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est un sprint, mais j'aime bien aussi ce moment où ça s'installe, même dans une course de 6 heures. Hein. Le WEC, je suis désolé, mais pendant les 2 heures du milieu, s'il n'y a pas de pluie, si tu n'as pas de petits accidents ou de pépins mécaniques, pendant 2 heures, ça s'installe, quoi. Ouais, c'est vrai. Le Mans, il y a quand même ce truc où tu sens que quand ça roule dans les 3,27, ils sont clairement pas là pour beurrer les tartines, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec cette course où il y a peu de faits, et où c'est ce que je disais, et je maintiens mon point, hein, même si les gens qui ne sont pas d'accord, on peut en parler, mais moi je maintiens le fait que je trouve qu'il y a un niveau de pilotage qui est hyper fort. Enfin, il y a plus de mauvais pilotes, quoi. Il y a peu de moins bons pilotes. En tout cas, ils sont très bien préparés tous, même si de prime abord, tu te dis qu'il y a des niveaux un peu différents. À force de rouler, à force de faire du simulateur, maintenant, ils sont tous quand même à un niveau relativement élevé. Et du coup, tu vois que quand Buemi devant, ou je sais pas qui, ou machin, ou Stevens, etc., vont basculer en 3,27 et que les autres sont plutôt en 3,28, 3,29, tu fais ok, là il se passe un truc. Là, c'est comme ça que maintenant il faut apprécier la course. Mais je m'adapte, hein. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Et pour faire le parallèle avec les 24 heures de Spa, où là tu as une seule catégorie, puisque tu as que des GT, depuis 2001 tu as que des GT, donc là maintenant GT3, tu as plusieurs catégories à travers, bien sûr, ces GT, tu as Pro, Gold, Silver, Bronze et Pro-Am, mais tu n'as que des GT3. Et là je trouve que justement, il y a ce principe de sprint de 24 heures, parce qu'ils ont tous les mêmes caisses, et que là pour le coup ils font des erreurs, parce qu'ils sont à la limite. Tu vois ce que je veux dire? En plus sur un tracé comme Spa qui ne laisse pas la marge vraiment à l'erreur au pilote, mais je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'erreurs justement dans ce type de course simplement GT que par rapport aux 24 heures du Mans. Beaucoup plus compliqué de dépasser pour les leaders. Aussi. Donc forcément... Non mais c'est vrai, parce que même si en hypercar ils se plaignaient du peu d'écart de vitesse avec les LMP2,
ça reste quand même plus facile. Avec les GT, c'est pareil, ils peuvent les effacer quand même beaucoup plus rapidement. Là, c'est Bah pas oui. le cas. Donc là, potentiellement, le mec qui est en ham a le même matos que toi entre les mains. Voilà. Et même mieux s'il a mieux préservé sa voiture et qu'il a pas un petit déficit de puissance ou qu'il a pas. Enfin, j'en sais rien, mais il peut se passer beaucoup de choses au fil des heures. Donc en fait, potentiellement, un amateur. En plus, lui, il va mettre les potards. D'ABS et de trucs vraiment pour se la caler comme il faut. Donc en vrai, t'es obligé de te battre avec des mecs qui ont vraiment le même matériel que toi. Donc ça, c'est plus compliqué. Il y a ça. Il y a le tracé qui effectivement, il y a pas beaucoup de place sur la piste. Enfin, ça fait pas 25 mètres de large, Spa. Et puis c'est toujours, il y a pas d'endroit non plus où tu peux te reposer. Tu sais, les pilotes disent souvent que Le Mans n'est pas la course la plus fatigante. Exactement. Ouais, Le Mans, physiquement, oui, c'est éprouvant parce que c'est une semaine. Bah, tu l'as très bien résumé dans les podcasts. Dans les épisodes au pesage, c'est éprouvant parce que ça dure une semaine et que voilà, t'as envie que ça roule un moment et puis t'es déjà crevé quand ça part. Spa, il y a quand même ce côté-là aussi parce que t'as quand même la parade en ville, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites autour. Hein. C'est une grande fête aussi. Mais je pense que c'est la course en elle-même est plus fatigante, plus éprouvante que la course des 24 heures du Mans. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi, surtout sur ce tracé où ça monte, ça descend, et comme tu dis, il faut vraiment toujours être vigilant avec le trafic parce que tu vas par exemple dépasser des voitures Pro-Am. Oui, mais si c'est le pilote pro dans la voiture Pro-Am, il va pas te laisser passer facilement. Hein. Non, c'est clair que là, les drapeaux bleus, ouais. Ouais, enfin bon, ils sont là, mais bon. Quoi. C'est clair. Parce que franchement, tu as des équipages, des fois, si tu te dis que la stratégie c'est de faire comme Ben Keating par exemple aux 24 heures du Mans et de faire rouler tes pilotes amateurs assez tôt dans la course, bah après il te reste des pilotes quand même relativement intéressants à suivre. Il y a Benjamin Pack notamment chez Get Speed, tu as Marvin Klein, c'est la voiture 999, elle est en Pro-Am, oui, parce que tu as Jordan Boisson et Patrick Charlet, mais quand il y aura Marvin Klein dans la caisse, bah ça va aller vite. Hein. Mais ouais, ça c'est compliqué à suivre le GT3 aussi avec Ouais, ça va être très dur. Ça va être très dur parce qu'il y a 70 voitures engagées. On va se lancer vraiment dans cette édition. 10 constructeurs représentés. Je parlais des 5 catégories, donc tu as quand même 18 voitures en pro. Globalement, tu te dis que les pros devraient gagner depuis 2011, si je dis pas de bêtises. Bah oui, c'est une voiture pro qui gagne. Puisque quand même, quand tu as du Jules Gounon, du Danny Juncadella, Alessio Picariello, Mattia Drudi, avec l'équipe comme To You Racing, avec Niki Tim et Marco Sorensen, oh là là, l'équipage de fou, la voiture numéro 7, là, ça va être quelque chose. Tu te dis que, effectivement, que les pros vont peut-être plus être au rendez-vous que les pilotes Gold, par exemple, qui sont des jeunes pilotes qui veulent se montrer. Mais c'est pas complètement impossible non plus d'avoir des voitures justement d'autres catégories qui gagnent. Bon, t'as 10 constructeurs en tout cas. T'as Porsche qui arrive avec 16 voitures. Ah, ça change du Mans, ça change avec 2. Ouais, exactement. Ah bah ouais, là, 16 voitures, t'as 11 Mercedes, t'as 8 BM, 8 Ferrari et 8 McLaren, 7 Aston Martin, 6 Audi quand même encore qui font de la résistance. Puis après, t'as 2 Corvette, 2 Ford et 2 Lamborghini. Sauf que Lamborghini quand même, eh bien, est vainqueur en titre l'année dernière. On se souvient que Lamborghini avait réussi à s'imposer. C'était fou d'ailleurs de se dire que c'était une victoire attendue pour cette marque. C'était une victoire historique finalement. C'est une grande victoire alors qu'on va changer et on a changé de modèle pour cette année puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est donc les Témérarios désormais qui sont là. Mais c'est marrant parce que là, les 24 heures de Spa sont en train de vivre une... Mais comme on a eu un peu au Nürburgring avec la victoire Ferrari, les 24 heures de Spa, là, dans leur histoire récente, en tout cas, il y a du changement avec Lamborghini et tu l'as dit aussi Aston Martin en 24 quand même. Mais oui. C'est pas un constructeur qu'on a l'habitude de voir gagner à Spa. Donc, Non, je me suis fait la réflexion, t'as raison de le dire. Depuis 2020, j'ai repris un peu les vainqueurs, les derniers vainqueurs en date. Mais en fait, t'as aucun constructeur qui est le même. T'as eu Porsche en 2020, qui suivait la victoire de 2019, puis Ferrari 2021, Mercedes 2022, BM 2023, Aston 2024 et Lamborghini 2025. Alors à qui le tour? Est-ce que McLaren va s'imposer cette année? Est-ce que, je sais pas, Ford? Non, moi j'y crois pas. Mais bon, est-ce que Ford pourrait gagner pour rappeler les années 70? Mais ouais, c'est marrant parce qu'il y a eu cette... Il y a eu de la diversité comme ça quand on a basculé notamment en GT fin 90, toutes les années 2000, il y a eu pas mal de diversité, mais avant en fait c'était quand même bien BM. Ouais, enfin si tu caricatures, je sais qu'il faut pas trop caricaturer comme ça, mais c'est quand même les années 80 à BM et les années 70 à Ford quoi. Il y avait de la BM aussi au creux des années 70, c'est BM qui gagne, mais t'avais quand même les Capri RS, les 3 litres machin, les Colognes, enfin tout ce que je vois en historique, c'est là où ça gagnait vraiment.
En fait, ouais, l'histoire, j'essaie de tracer des parallèles, tu sais, entre Le Mans et Spa, ou avec le Nürburgring, etc. Enfin, tu vois, trouver des parallèles. Là, récemment, il faut avouer qu'il y a beaucoup de diversité dans les vainqueurs aux 24 heures de Spa, ce qu'on a moins eu, évidemment, puisque là, il y a Toyota qui vient de regagner les 24 heures du Mans, mais entre Toyota et Ferrari, si tu veux trouver un vainqueur différent, maintenant, il faut remonter jusqu'à 2017. Finalement. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'alors au Mans, souvent ça a été quand même, c'est ce que tu expliquais d'ailleurs dans, je crois, l'épisode de présentation, ça a été souvent des cycles. 3 ou 4 victoires et ensuite on est passé à un autre constructeur. Alors qu'en GT, ça y est, combien de temps? Ça fait même pas 15 minutes qu'on parle déjà, mais il y a quand même une balance de performance aux 24 heures de Spa également en GT, ça fait des années, c'est d'ailleurs SRO qui l'a un peu inventé, cette balance de performance. Et donc, du coup, bah oui, c'est génial. Oh là là, on a Lamborghini, on a Aston, on a BM, on a Mercedes. Oui, bah en fait, on a tout le monde qui gagne et tout le monde est content, c'est l'école des fans. Mais d'un autre côté, c'est comme ça que tu gardes aussi les constructeurs. Et c'est ce qui explique, je pense, qu'il n'y ait pas de hiérarchie claire qui se distingue et d'hégémonie, justement, comme on avait à l'époque. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Si. Je suis d'accord. Après, maintenant il y a une BOP quand même au Mans, et regarde, depuis les 4 ans où on a, enfin un peu plus même, depuis en tout cas qu'il y a tous les constructeurs, c'est quand même Ferrari qui gagne 3 fois, donc la BOP n'est pas la garantie d'avoir un vainqueur différent à chaque fois. C'est juste que je trouve que ça, ce que tu viens de dire, c'est vrai, et c'est couplé au fait que Spa, c'est vraiment aussi très compliqué, c'est une loterie. Regarde, moi j'ai des souvenirs de la victoire de Estre, Litz, Christensen là, en 2019, tu sais, la GPX, la caisse est finie, elle fait un bruit mais incroyable. Je sais plus si c'est la transmission, la boîte, enfin il y a tout qui est pété dedans, la tringlerie, et pourtant il gagne. C'est une course qui est... Ah, il y avait 2016 aussi, tu sais, où il y avait une fuite d'huile, je crois, ou une fuite d'un liquide avec l'équipe Rové. C'est pas ça? Exact, ouais, c'est possible, ouais, si carrément, ça me parle. Mais tu vois, les voitures, elles sont soumises quand même à des... Alors Le Mans aussi, bien sûr, hein, mais là-bas, il y a vraiment ce côté en plus contact. Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est que les 24 heures de Spa, je vais arrêter de faire des comparaisons, parce que justement les comparaisons... non, mais parce que justement les comparaisons ne sont pas possibles, parce que en Belgique, ils ont décidé aussi, alors rapidement, peut-être pas rapidement, mais... c'est quoi? C'est un peu plus que l'après-guerre, c'est dans les années 60. En fait, ils se sont dit, mais c'est vrai, hein, ils se sont dit, de toute façon, on tiendra pas la comparaison face aux 24 heures du Mans. En fait, ça sert à rien de se dire, on va faire une course, nous aussi, où il y a Proto, GT, c'est un circuit mythique, parce que c'est que ça reste un circuit mythique, c'est pas... Et en plus, je vous parle de la version avant, avec Masta, avec Burnanville, enfin avec le grand tracé. Il y avait largement de quoi faire un pendant 24 heures du Mans, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais eux, ils se sont dit, on va dans le mur si on fait ça. Il y aura toujours cette comparaison, et alors quoi, on sera moins bien, ou alors des fois on sera mieux, il y en a qui vont préférer l'un, l'autre. Donc en fait, ils se sont dit, on va partir sur une autre direction, on va être la plus grande course au monde dédiée au tourisme. Et aujourd'hui, on en a l'héritage, quoi. C'est-à-dire qu'avant, ça a commencé avec les Mercedes, les BM, les Porsche, les machins. Et aujourd'hui, on en a l'héritage parce que le GT3 a cette aura actuelle. Il y a eu des années plus compliquées, hein, on va pas se mentir. C'est ça. L'histoire des 24 heures de Spa, elle est comme celle du Mans. Il y a des années un peu de creux, quoi. Ah ben, c'est quoi? C'est la fin des années 90. C'est vraiment quand t'as les Peugeot 306 qui gagnent, c'est chaud. Il y en a qui vont dire que c'était un âge d'or. Bon, après... Si, non mais avant, c'était pas mal. Les 320, là, tout ce qui est... Ouais, mais... Ah si, les marques Duez, tu vois, les ventes de poules, tout ça, c'est beau. Non, mais j'adore. Mais moi, j'aime trop les voitures de tourisme, mais je les vois plus en course sprint, les voitures de tourisme. Moi, je vois du BTCC, tu vois, voiture de tourisme, ou du super tourisme français, mais je les vois pas sur une course d'endurance, quoi. C'est pour ça que là, il y a quand même eu un glissement où ils se sont dit, bon, double année Peugeot 306, là, bon, celles-ci, elles sont quand même un peu... Bon, Fred Bouvy, merci, mais bon... Et puis, en parallèle, t'avais quand même l'émergence du GT, parce que, quand Peugeot gagne au Mans avec une 306 GTI, ils font 99... Non, pas au Mans, à Spa. Ah, Spa, oh là, pardon. Ça serait bien, ça. Il gagne au Mans avec une 306 GTI, j'aimerais bien. Ah putain, bah là, j'aimerais plus mes 24 heures à vivre, là. Non, mais parce que Peugeot, ils font 99-2000 à Spa, en gros, hein. Et, dites-vous quand même que quand il se passe ça, en face, t'as BMW qui gagne le Mans avec la V12, il y a Audi qui commence son... T'as la GT1, sa série. T'as la GT1, t'as la Mercedes. T'as tout, t'as la CLR qui décolle au Mans. En 2000, t'as Audi qui commence sa série de 13 victoires avec la R8. Voilà. Et au Nürburgring, c'est pareil. T'as les 306. Au Nürburgring, on a déjà de la GT, parce que je pense qu'aux 24 heures du Nürburgring, ça doit être une année Viper, non? Ou on est peut-être sur la... Ah, il me semble, ouais. On est peut-être sur la grosse Viper, là, en 2000. Donc, il y a quand même un écart où ils se disent, bon, on va basculer sur autre chose, parce que là, c'est pas sérieux de continuer
avec les GTI, quoi. Mais bon, c'était sympa. Ah, tu crois que c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait, moi, tu vois, je fais pas mal de parallèles pour le coup entre les 24 heures du Nürburgring et les 24 heures de Spa. Oui, Parce que là, bien sûr, oui. en plus, c'est en GT, ça fait partie de l'Intercontinental GT Challenge. Donc, il y a un sens à faire ce parallèle. Oui. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, le Nürburgring, dès 99, fait vraiment le switch. C'est cette année, justement, du Mans, comme t'expliquais, avec la guerre des étoiles, avec plein de constructeurs. Et retour des voitures puissantes, finalement. Je sais plus, j'avais lu ça dans un article. 99, Nürburgring, retour des voitures puissantes. Ah bah oui, super. Non, mais On en a fini avec les BMW M3 E36. Maintenant, on prend des vraies caisses. ouais, bon, c'est vrai que les E46, non, peut-être quand même. Non, c'est après les E46. Non, je crois que c'est. Ah non, je crois que c'était des E36. Non, non, il me semble. Ouais. Je parle du Nürburgring. Oui. Non, mais ouais, j'aime bien. C'est vrai que les parallèles sont un peu compliqués à faire. Mais en tout cas, voilà, à retenir. Enfin, peut-être que vous le saviez déjà, vous qui êtes. Vous êtes des lettrés, vous êtes des connaisseurs de l'endurance. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, quand je me plonge à chaque fois dans l'histoire des 24 heures de Spa, me souvenir que c'est une épreuve qui est vraiment focus sur le tourisme. Et là, ils vivent leurs plus belles années, j'allais dire, depuis peut-être depuis 20 ans, en fait. Hein. J'avoue que les 24 heures de Spa, j'ai pas l'impression qu'il y ait des années vraiment nulles, quoi. Enfin, c'est. Non, complètement pas. Effectivement, depuis 2011 où c'est devenu du GT3, je pense que c'est monté en puissance. Là, c'est la 26e édition GT et la 16e donc depuis 2011. Et en 2019, c'était l'édition de folie avec 72 voitures sur la grille. C'était le record depuis 2001. Et puis l'année dernière, on avait 75 GT3 qui étaient au départ, 76 qui étaient engagés sur un circuit de 7 km. C'est une voiture tous les 100 mètres. Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Donc là, je pense qu'on était un petit peu trop haut. C'est très bien pour le record, 75 voitures, magnifique. Là, on est à 70. Je pense qu'on est déjà pas mal, quoi. 70 pour un tracé de 7 km, 0,04. Voilà, c'est déjà beaucoup. Et comme on disait, c'est suffisamment dangereux, j'allais dire, pour les pilotes, en termes de prise de risque, que c'est bien qu'on s'arrête à ça. Enfin, on n'est pas limité, mais je veux dire, entre 70 et 72 voitures, c'est bien, quoi. Mais c'est marrant, tu vois, ils testent des choses. J'aime bien aussi la liberté qu'ils ont en Belgique de tenter, ils mettent plus de voitures, après ils vont revenir à un plateau un peu plus réduit. Vrai. Il y a des années aussi où ils faisaient rouler des cups, ça commence à dater peut-être un peu, hein. Ça fait peut-être 10 ans maintenant, mais ils avaient ouvert un peu plus. Mais ils avaient ouvert à faire rouler éventuellement des cups pour se dire, si le GT3 ça retombe, comment ça se comporte, les cups en piste aussi, les 991 j'imagine, 97 je sais plus, enfin bref. Mais tu vois, ils sont un peu dans le... Il y a des projets un peu chelous, il y avait une espèce de Porsche, tu sais, coccinelle là, j'avais du mal avec ça. Ah oui. Mais bon, ils tentent des choses, c'était pas un garage 56 quoi, mais bon, c'était... non. C'était pas une innovative car, mais ils tentent des choses et j'aime bien. Ils essayent de faire des trucs un petit peu différemment. Oui. C'est moins figé. Je sens que c'est moins figé que les 24 heures du Mans, par exemple. Non. Ah bah c'est sûr. En fait, c'est pour ça que je fais le parallèle avec le Nürburgring. C'est-à-dire que les 24 heures de Spa, c'est vraiment entre les deux, quoi. T'as les 24 heures du Mans où là c'est quand même très figé et c'est très bien parce qu'on a un cadre multiclasse. T'as les 24 heures de Nürburgring, c'est n'importe quoi. Alors je sais qu'on a été critiqué, ou en tout cas que certains ont marqué dans les commentaires. Mais enfin, pourquoi vous êtes contre la Dacia? On n'est pas contre la Dacia, mais je veux dire, c'est vrai que tu fais rouler des voitures ultra rapides et puis la Dacia, quoi. Donc bon, c'est sûr que ça peut être un petit peu dangereux, mais c'est le charme du Nürb. Et surtout, le circuit fait plus de 20 km. Là, à Spa, 7 km, c'est bien aussi si tu as une seule catégorie. Enfin, je trouve que ça fait partie de cette logique-là, même s'il y a énormément de voitures. C'est d'une intensité folle, et pour avoir vécu plusieurs fois les 24 heures de Spa sur place, suivre à la télé ou être sur place, mais il y a un souffle, quand tout le monde est libéré, quand tu vois les voitures partir, c'est très différent du Mans, où par exemple, tu vois les voitures partir, les hypercars, et puis ça y est, au bout d'un moment, tu vas te dire, tiens, ils vont revenir sur les GT, il va y avoir du trafic mixé, etc. Là, pendant 15-20 minutes, un peu plus peut-être, t'as vraiment ce peloton de GT3 qui circule. J'ai fait plusieurs fois le départ aux Combes, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Et les écarts commencent à se creuser un petit peu, évidemment, ils sont plus portière contre portière au deuxième tour, mais il y a une espèce de force, tu vois ce que je veux dire, qui se dégage du départ, qui est incroyable, et après, c'est pas plus facile à suivre, c'est pas pour autant beaucoup plus facile à suivre que le Mans. Non, mais d'un autre côté, il y a quand même moins cette difficulté dans le trafic, tu vois, parce qu'au Mans, oh là là, mais Earl Bamber tourne en 3,29, mais c'est pas possible. Oui, en fait, il s'est pris du trafic dans la chicane 2 et à Arnage. Bon, bah, il a perdu 3 secondes. Tu vois, là, je dirais à Spa,
comme ce sont les mêmes voitures, oui, tu peux perdre du temps dans le trafic, mais c'est un tout petit peu plus lisible. Enfin, en tout cas, je trouve quand je commente que c'est plus lisible, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est Un peu c'est une plus. course qui est super agréable à suivre en tant que. Enfin, Le Mans aussi. Ah ouais. Il faut que j'arrête les parallèles. Parce que dès que je dis un truc, du coup, je me sens obligé de compenser avec l'autre. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est c'est ça. hyper agréable à suivre en tant que spectateur sur place. C'est dingue. Le Nürburgring. Alors, même si ça fait longtemps Bah, que je n'y suis pas moins. allé, d'accord, n'empêche que c'est hyper compliqué à suivre parce que, Bah parce que oui. le tracé est hyper grand, parce qu'il y a des endroits qui sont encore à peine couverts au niveau vidéo, parce que dès qu'il fait nuit, c'est pas éclairé partout comme une autoroute, hein, donc en fait Ah c'est oui. très compliqué. Et puis t'as plein de voitures, enfin voilà, faut avoir un cerveau très bien connecté, très bien branché tout le Non, mais temps même. pour comprendre. Attends, mais même. Non, mais tu sais, je parle avec des ingés aux 24 heures du Mans. À l'issue de la course, même eux n'avaient pas compris ce qui se passait. Donc, à un moment donné, eux, si tu veux, ils ont compris pour leur voiture, parce qu'ils sont concentrés sur leur voiture et peut-être 2, 3 adversaires Ouais. avec lesquels ils se battent. Mais ils suivent pas ce qui se passe en Non mais hypercar et en ça, GT ouais mais ou inversement, ça tu c'est vois. le propre de, ça c'est le propre de, j'allais dire heureusement les ingés, enfin moi qui ai déjà bossé dans une équipe, tu suis ce qui se passe. Moi Ouais. j'ai découvert que Peugeot avait gagné le Mans, hein. J'étais focus sur ma bagnole et ce qu'on faisait dans notre catégorie. Ça c'est assez normal entre guillemets que tu comprennes pas la course des autres. Oui, d'accord. Mais enfin bon, sauf que ils me disent, putain, toi ce que tu fais, enfin ce que vous, les commentateurs, vous faites, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut tout comprendre alors que vous n'avez pas toutes les infos, quoi. Ah ben C'est-à-dire que ça, vous suivez à la ouais. fois les hypercars et puis quand tu suis les hypercars, bah tu suis pas le GT. Et donc en GT, bah, il a pu se passer un truc. À un moment donné, le mec soit il a fait une erreur, soit il s'est arrêté au stand pour se décaler. Bah oui, mais tout le monde s'est concentré sur la Toyota qui s'est décalée, pas sur la Porsche Hmm. numéro 92, tu vois. Ouais c'est vrai. Bon, ça après on est quand même, pour le coup les technologies modernes font qu'on a quand même vachement plus d'infos qu'à l'époque où Un maintenant peu toutes les plus. équipes ont un, si ce n'est deux, voire trois ou quatre attachés de presse. Donc en fait si t'as besoin d'une info en général tu peux l'avoir aussi quoi. Ouais, c'est vrai, mais on n'a pas les outils, si tu veux, des ingés. Alors que je trouve, pour faire le parallèle, par rapport au NURB, où là, on comprend rien du tout, de toute façon, tu commandes juste pour remplir le vide, quoi, entre guillemets. Enfin, je suis méchant, mais je veux dire, Ah, dis j'aime pas beaucoup ça, cette ouais, non, course. dis pas ça, c'est pas. Tu remplis pas le Non, mais vide. j'aime beaucoup cette course, mais non, c'est pas C'est ça, juste mais que je veux dire, la Golf qui est en catégorie TC 8, ouais, où il n'y a pas d'attaché de bon, bah presse, et en celle-là, fait c'est le pilote et aussi un peu non. mécano, bon clairement oui, s'ils ont perdu du rythme parce qu'il y a un problème de puissance, tu vas pas le savoir, enfin tu. Mais non, c'est ça. Non, et puis même, c'est vraiment moins lisible, je te jure, hein. Quand ça se décante un petit peu sur la fin, oui, mais c'est moins lisible parce que tu passes le trafic tout le temps, sans cesse. Donc c'est super, comment dire, disputé parce que tu vas avoir Max Verstappen qui va te faire le relais de fou Ouais. face à un adversaire. Et puis, bah, en fait, après, tu changes de pilote, il tombe dans le mauvais trafic, etc. La voiture, elle se retrouve à 10 secondes. Tu sais pas pourquoi vraiment, Et etc. aussi, Alors que Spa, c'est un peu moins le cas. et, J'allais dire justement, c'est vraiment entre les deux, quoi. ouais. Spa, tu te concentres vraiment et tu arrives à un peu plus savoir ce qui se passe et la hiérarchie reste un tout petit peu plus construite pendant 2 ou 3 relais, Et quoi. puis quand t'as un code 60 à un bout du circuit, tu te dis, oh là, ça va ralentir le. Ah bah non, le leader Oui, il est à Schwalbe-Schwanz. Ah non, en fait c'est bon, ça, le temps que ça, quand il va arriver sur zone, ça sera déjà évacué et tu vois le code 60 qui dépasse, l'autre qui déboule à 250. Ça n'a eu absolument aucun impact, alors que je sais pas, son poursuivant par exemple, lui il a perdu 30 secondes là-dedans quoi. En fait voilà, tu vois, c'est ça. ça c'est hyper compliqué Exactement. à suivre, alors que Spa un peu moins quand même. Mais bon c'est. Ouais, voilà. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans Spa. Il y a vraiment des spécificités. C'est pour ça qu'on essaye de faire des parallèles. Mais je trouve que ces 3 courses de 24 heures qu'on a identifiées, parce que l'année dernière en plus elles se suivaient. Ça c'était incroyable. Il y a plusieurs pilotes qui avaient fait Ah oui c'est vrai, le justement back to back le to back. triplé. Ah ouais, le back-to-back-to-back, là, celui-là, par contre, je sais pas comment ils ont fait pour s'en remettre. Ouais Mais bon, ouais. déjà que moi, j'ai du mal à me remettre des 24 heures du Mans. Mais en tout cas, bah, c'est vrai qu'elles ont chacune leur spécificité, ces courses. Et c'est ce qui est bien aussi. Mais voilà, Spa, je trouve ça bien, qu'il n'y ait que des GT3 pour le coup. Et qu'on ait moins de gestion, j'allais dire, du trafic. Si tu as des GT4 par exemple, ou des GT2, voilà, je trouve pour l'instant en tout cas que c'est pas mal. Tant qu'ils auront ce luxe d'avoir autant de concurrents en GT3, il n'y a, Ouais. y a pas de raison y a pas de raison de changer, hein, de toute façon. Et mine de rien de constructeurs, parce que c'est vrai qu'on a 10 constructeurs engagés, alors ce sont à peu près les mêmes que ce qu'on retrouve au Mans, hein, bien sûr, puisque Ouais. ce sont des voitures GT3 aussi qui sont au Mans, sauf que Bah, les sauf Audi, les t'en Audi, ouais, retrouves pas voilà, en c'est ça. fait. J'allais dire, il Bah y a ouais, que les Audi qui sont pas au Mans, sinon, en fait, t'as toutes les autres caisses. bah ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais là, t'as plus de Mercedes par exemple dans les, Ouais.
catégorie SRO, je trouve, qu'aux 24 heures du Mans, où là, tu as Iron Lynx qui fait ce qu'il peut pour les engager. Mais voilà, je trouve que ça a vraiment sa spécificité. On a 15 anciens vainqueurs qui sont engagés au départ. On a 5 équipes belges. Bon, 29 Français aussi, si j'ai bien compté, qui sont engagés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on a des pilotes que l'on a l'habitude de retrouver. Tu vois, tu as du Jules Gounon qui va peut-être aller chercher la passe de 3. Il pourrait rejoindre dans l'histoire en termes de vainqueurs, tu vois, au classement. Il pourrait rejoindre Michael Bartels, Marc Duhay justement, Roberto Ravaglia, Philippe Eng aussi, qui a 3 victoires et qui lui pourrait cette année, si je dis pas de bêtises, aller en chercher une 4e. Hein. Il doit être engagé, Philippe Eng, j'espère en tout cas pour lui, sur BM. Est-ce qu'il est engagé? Eh ben non, je suis même pas sûr. Ah bah tu vois, Philippe Eng ne peut même pas aller chercher la passe de 4. Ah, c'est dommage. Dommage pour lui. Il y a Engel, mais c'est dommage pour lui. Mais c'est une bonne opportunité pour Jules Gounon d'aller l'égaler. Et pour Marcus Winkelhock également, qui est engagé et qui, avec la voiture numéro 84 de chez Audi, justement, peut peut-être avoir un coup à jouer avec Christopher Haase. Ça reste un bon équipage. Mais évidemment qu'on va parler encore de Supermax, parce qu'il y a l'équipe de Max Verstappen qui est engagée en pro avec Gounon Juncadella, et non pas Lucas Sauer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Chris Lelam, le pilote maison, on va dire, qui est engagé, puisque Max Verstappen ne peut pas participer, il sera au Grand Prix d'Autriche. Ouais, il a des obligations quand même. Ouais, étant donné qu'il roule pour Red Bull, il va pas rater le Grand Prix d'Autriche. Bon, on va voir ce qu'il fait de la suite de sa carrière, s'il utilise cette fameuse clause là que j'ai cru comprendre de s'il n'est pas mieux classé que 2e au championnat, c'est ça, non? Il a le droit de rompre son contrat? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié. À l'été, ouais. T'as vu, j'ai quelques bases de F1. Bravo. Non, mais je sais pas si vraiment si c'est que de la menace. En tout cas, faut quand même avouer que là, sur les 3 classiques dont on parle depuis tout à l'heure, il y en a quand même 2 sur lesquels il y a une voiture qui porte son nom, qui est au départ, et qui, clairement, aux 24 heures du Nürburgring, ça a quand même joué devant. Hein. C'était quand même la voiture de tête, etc. Il y a eu des soucis, mais voilà, ça jouait devant. Là, on va voir, mais bon, quand t'as du Gounon et Juncadella, le Lam, je t'avoue que je connais moins son rythme, mais c'est moins... Il est pas mal, ouais. Mais... en tout cas, Gounon et Juncadella, ça envoie plutôt pas mal. Bah oui, non mais c'est clair. Mais je me dis, dommage de mettre... Alors, on dit ça maintenant, peut-être que la semaine prochaine, quand on va faire le débrief, on va se dire, punaise, le Lam, ça a été l'homme du match, j'allais dire, ou l'homme de la course, quoi. Ouais, donc on va voir. Mais bon, non, je sais pas, je me dis, la Porsche de Boutsen, par exemple, la numéro 2, tu vois, pour revenir sur les engagés pro, quand t'as du Picariello, Boccolacci et Schuring, j'avoue. je pense que c'est pas mal, tu vois, comme To You, mais moi je suis bluffé, tout à l'heure j'en ai parlé, mais l'Aston numéro 7, je te dis, avec du Sorensen, Nikitin, Mattia Drudi, ça me fout les poils, hein. Franchement, je me dis que ça peut faire quelque chose, quoi. Ah bah tu vois, mais là on est sur enfin, tu sais, parce que tu parles de Porsche, moi, alors, on n'est pas dans le... Si, on est dans les pronostics, on peut, hein, parce que moi, il y en a une qui me plaît bien aussi, c'est la 22, quand même. Ah, vas-y. Avec Schumacher CLRT, où tu as du Makowiecki, Ian Schanguven et Matt Campbell. Ah ouais, c'est vrai. C'est quand même solide aussi, quoi. Mako d'ailleurs, attends, Mako qui revient chez Porsche, qui remplace Florian Heinrich, qui lui est en IMSA. C'est ça. Fred Mako, c'est quand même un pilote officiel Alpine, quoi. Il a été prêté parce que, évidemment, Alpine s'en va malheureusement à la fin de l'année. Je pense qu'ils ont plus beaucoup d'arguments pour le garder à la maison, quoi. Oui, c'est clair. Non, Fred, roule pas parce que officiel, rien. En fait, maintenant, t'es un bleu, tu sais, on compte sur toi pour le développement de la future voiture de... Ouais, bon. La future A290. Allez, je vais aller en Belgique le week-end prochain, d'accord? Non mais c'est vrai que c'est sympa de retrouver Fred Mako sur la Porsche. Après tu as aussi la BM de chez WRT, enfin l'une des BM de chez WRT, avec notamment Van der Linde, Kelvin, Jordan Pepper, nouveau pilote BMW officiel, et Charles Weerts, même si je pense que Charles Weerts connaît très bien Spa, hein, mais c'est peut-être celui qui est un tout petit poil moins agressif. Je pense, hein, je connais pas suffisamment, si tu veux, précisément le niveau de Charles Weerts pour te dire ça, mais c'est le sentiment que j'ai avec les deux Sud-Africains. Moi, je veux aussi noter la belle tenue, potentielle en tout cas, de l'équipe Rové, avec Raffaele Marcillo, avec Jack Dennis et Augusto Farfus, la 98. Ça va être sympa la BM là. Ça va être sympa la BM, ouais. Ça va être sympa aussi. Non, Non, mais chez BM, il y a aussi un équipage, tu l'as pas cité, je crois encore,
avec un numéro 46. Bah, il y a la 48 qui envoie du bois quand même. Hein. Lucas Sauer, Lucas Stolz et Marc Marwengel, pardon. Marc Angel, non, Marwengel. et sur la 46, Dan Harper, Max S et Valentino Rossi. Ouais, mais alors tiens, qui est le plus populaire entre Valentino Rossi et Max Verstappen, tu vois, c'est la question qu'on peut se poser. Bah je sais pas. Ouais. Non, c'est compliqué quand il va être là, Max Verstappen, et que Valentino Rossi sera là aussi. Tant mieux, on a les deux communautés qui seront je trouve ça présentes. super, ouais, c'est vrai que ça. Moi aussi. Par contre, de le retrouver en pro, je me dis ah là là, et quand même, ça va être un peu compliqué pour Valentino Rossi. Enfin, c'est ce que j'imagine, parce que Max S et Dan Harper sont des clients, c'est sûr. Ouais, Rossi, je sais plus, j'ai pas regardé récemment ses perfos. Je sais qu'à une époque, il voulait pas rouler la nuit aux 24 heures de Spa. Moi, je suis resté un peu sur les débuts où il faisait pas mal d'erreurs, machin. Je me souviens, il a gagné des courses en sprint parce que souvent, avec Maxime Martin. Il roulait avec Martin qui faisait un taf de bâtard. Ouais, Valentino Rossi, je suis pas plus impressionné. La hype est un peu retombée quand même, j'ai l'impression, autour de lui. Par contre, je dirais qu'il fait pas d'erreur. Mais voilà, mais justement, je pense que si on a des fans de Valentino Rossi, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Mais attends, on est en pro. Alors je sais que c'est une course d'endurance, mais comme on le dit, c'est une course d'endurance où finalement il y a quand même un peu de sprint là-dedans. Il faut gérer le trafic. Je pense qu'il est un petit peu tendre à ce niveau-là. Il va être solide. Il n'y aura pas d'erreur de sa part. Mais il sera peut-être pas dans les plus rapides, quoi. Bah on va voir. On va suivre objectivement. On fera un débrief objectif de sa course en mode Bépilar, en mode. Non mais c'est vrai. Franchement, je suis tout oui. Et moi je l'aimais beaucoup sur 2 roues. J'avoue que sur 4 roues, c'est super ce qu'il fait de justement faire ce défi-là, mais je suis moins convaincu. Honnêtement, je préfère voir un Guven rouler qu'un Valentino Rossi, quoi. Voilà. Bah, il en faut pour tout le monde, monsieur. Il a quand même gagné il a quand même gagné la course 2 de Road to Le Mans l'année dernière, hein, ou il y a 2 ans, je sais plus, avec Jérôme Polican. C'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant même, non ? Oui, je sais plus. Ouais. Avec une BM qui en plus n'avait pas 78 chevaux de plus. Non, on bipera. Mais non, mais c'est vrai que. Ah, t'es critique à Valentino Rossi. J'étais critique à une époque, mais maintenant il est rentré dans le rang. Non, mais attends, alors je dis ça, et alors par contre, humainement, exceptionnel. Vraiment, je tiens à le dire. Parce que je l'ai rencontré l'année dernière, j'ai eu la chance, parce qu'il est ultra demandé. Il m'a dit, son attaché de presse m'a dit 2 questions, et lui. Contrairement à un autre pilote colombien que je ne citerai pas, mais qui est vraiment, lui, pour le coup, un bip. Voilà, je me bip tout seul, tu vois. Et j'ai été très déçu par ce fameux pilote colombien. Mais Valentino Rossi, génial. 2 questions, sauf qu'à la fin, je le remercie et il s'en va pas en me disant rien. Tu vois, c'est vraiment sympa. J'ai respecté ma part du boulot. J'ai fait 2 questions. Lui, il est sympa. Il me remercie. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment humainement super. Donc vraiment Valentino, je serais ravi qu'il soit sur le podium. Je dis juste que face à Guven, Campbell, Mako, Schiller, Maxime Martin, Goetz, Sorensen, Tim, Drudy, t'as vu les cadors qu'il y a face à lui. C'est ça, c'est là franchement, pour donner un verdict ou se dire tiens, ça va jouer entre que 2 voitures, parce qu'on n'aime pas parler de Ferrari non plus, mais il y a du monde aussi chez Ferrari. Oui. Alors Ferrari, qu'est-ce que t'en penses ? Je voulais t'en parler justement. Je suis assez partagé. En fait, sur la 50, t'as Lilou Wadou et Arthur Leclerc. Moi, je trouve ça top. Qui sont avec Sean Gelael, qui passe chez Ferrari alors que tu vois au Mans il roulait avec BM, avec attends, je sais plus. Ouais, parce qu'il a été chez BM, chez McLaren. Il était chez McLaren ou chez BM ? Attends, je sais plus. Mais il fait un peu tout en fait. Sean Gelael, mais c'est bien, il multiplie les expériences, y a pas de souci, mais. Ouais, c'est bien. Et sur la 51, t'allais dire pareil, il y a Alessio Rovera, il y a Niklas Nielsen, et puis il y a Thomas Somoska, que je connais pas. Et bah oui. Ben non, il a été annoncé pilote officiel Ferrari il y a quelques mois. Okay. Ouais, c'est un jeune pilote de 26 ans. Il a été annoncé parce qu'il est italien, hein, je pense. Je sais pas quoi en dire de ce gars-là, puisque j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait. Je sais qu'en Italian GT, il a été champion. Mais bon, en GT italien, c'est pas du GT3 en SRO, quoi. Non. Donc, non, mais c'est leur filière un peu, hein, parce que Arthur Leclerc, il en a fait aussi du GT italien, je crois. C'est vrai. Alors, cela dit, je te dis ça, et c'est vrai qu'en GT World, en Sprint Cup, il est pour l'instant très bien placé, puisqu'ils sont Enfin, ils sont bien placés, non. C'est vrai que c'était bien au début de la saison, et qu'au final, c'est un petit peu moins bien, mais ils sont leaders en Gold Cup avec Mathias Zagazeta. Ok, voilà. En Gold Cup. Non mais... c'est pointu.
Bah oui, tu vois, c'est ça le truc, quoi. C'est un peu pointu. Non, mais après, chez Mais Ferrari, bon, il y non, a peut-être je suis partagé. il y a moins d'efforts qu'on aurait pu l'avoir d'autres années. Ou alors il y en a une qui m'échappe, mais Bah ouais, parce que t'as Rovera et Nielsen qui sont top dans la 51, mais il manque. Alors pour le coup, il manque Pierre Guidi. Autant au Mans, je suis assez critique avec lui parce que je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs, malheureusement. Par contre, en GT, ah ouais. qu'est-ce qu'il est rapide. Ah bah rapide, incisif. En fait, il colle très bien l'exercice, et notamment à Spa. Bah oui. Et ben on l'a pas mis. Pourquoi on l'a pas mis? C'est bizarre. Il se repose. Ah oui, tu crois, ouais, c'est vrai. Il se remet de son édition 2026 des 24 heures du Mans. Bon, chez Ford, moi j'aimerais bien pour Thomas Drouet que ça marche, mais j'y crois moyen, Ouais. franchement. Ok. Bah non, mais je crois moyen en Ford en fait. Oui, voilà. Depuis... Ouais, parce que Thomas Drouet, ça, à Monza, il a fait un bon truc, non? J'ai cru voir passer. Ah oui, oui, non, lui au contraire, je trouve que lui il est très bien Ouais. avec Arjun Maini et Fabio Scherer, mais je trouve que cette Mustang, je te dis ça et ça se trouve, ça va être le retour de Ford aux avant-postes, tu vois, depuis 2020 on dit que ce sont des constructeurs différents qui gagnent. Ford ne s'est plus imposé depuis, on en a parlé, depuis Ça va être les années 80. 1989. 89. Ouais. Ouais. Depuis 89. Et Bernd Schneider avait gagné sur Ford Sierra. Non, tu te souviens de ça? Ouais, je les ai, c'est les grosses Sierra Cosworth, là. Les RS 500, là, j'en ai vu rouler il y a pas longtemps. Bah, au Grand Prix de l'Âge d'Or, il y en avait 2. C'est sympa, ça. Ah, moi, C'est je sympa à l'avais avoir pas. roulé ça. Ah oui, non, moi j'adore ces voitures. Mais Bernd Schneider chez Ford, c'était Camoulox pour moi. Mais Il y a bon. un Donc, bon. voilà. Alors, pardon, je fais une top digression parce que tu m'amènes à fin années 80, début 90. Ouais. Il y a un truc que Ouais. je sais pas si peu de gens l'ont, mais en tout cas, moi, j'ai fait le lien il y a pas longtemps. 91, Mazda gagne au Mans. Donc, première marque japonaise à gagner au 24 heures du Mans, etc. Oui. Et bah, la même année, il y a Nissan qui gagne à Spa. En fait, je trouve ça génial de me dire que. Alors, il n'y a pas un constructeur Jap qui gagne aux 24 heures du Nürburgring. Je sais pas qui gagne en 91, j'ai plus le souvenir, mais en tout cas. 91 ou 89? 91, je te parle. 91 aux 24 heures du Nürburgring, je sais pas. Mais le BM. Si, moi je te le dis, c'est une BM, oui, c'est ouais, ça. Voilà, bon, pas trop dangereux. Mais c'est marrant de se dire que la même année, il y a Mazda qui gagne au Mans et Nissan qui gagne à Spa. Voilà, c'est tout. J'ai fait le lien il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. J'ai cru que tu allais me dire que Mazda a été le premier constructeur japonais à gagner au Mans et a été le premier constructeur à gagner aux 24 heures de Spa. Ouais, mais c'était avant, oui. Ouais, mais bon, quand même, Mazda, mine de rien. Bah, c'était la première victoire d'un rotatif sur 24 heures, en fait. Hein. Ah, 81, ok. Ouais, tu vois, on parle du rotatif sur les 24 heures du Mans. C'est vrai, ça reste un exploit unique, mais ça a déjà gagné avant sur la durée de 24 heures. Eh ouais, avec la RX-7. Ok. Non, mais tu vois, c'était bien, cette petite top digression, ça me va bien. Est-ce qu'on croit en une victoire Audi potentiellement, sachant qu'il n'y a plus vraiment de soutien de la marque, cette R8 LMS, la seule engagée en pro, avec, on le disait, Winkelhock, Hase et Simon Reicher, que pour le coup je connais moins, l'Autrichien. C'est chaud quand même de rouler là-dedans alors que tu te dis qu'il n'y a plus de support et il n'y aura pas de nouvelle voiture, ouais. quoi. Je me dis. Alors. Peut-être qu'ils ont des infos et peut-être que justement ils veulent faire perdurer la marque pour que quand ils vont s'en aller de la Formule 1, ils reviennent en force. Non, je te dis ça et j'y crois pas. Pour l'instant, ils sont installés en Formule 1 et je pense qu'ils vont y rester longtemps. Ah ouais, non, ouais, clairement, je pense qu'ils ont l'objectif de gagner et je pense qu'ils y parviendront un jour ou l'autre. Hein. Ah, tu crois? Ah ouais. Ah, je pense que ça part de loin, moi, mais peut-être. Ah ouais. Ah, mais Audi, quand tu connais l'application. Après, il y a des. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que le puzzle, je sais pas. On va voir si le puzzle fonctionne. Voir McNish là-dedans, par exemple, ça me surprend un peu, mais bon. Après, pourquoi pas. Ah, il a été souvent. Il a été Audi. Bon, il a été Toyota aussi, mais il a été Audi. Ah non, mais il a été Audi, mais bon. Oui, il a fait de la F1, oui, d'accord. Non, je sais pas. Quand même. Je sais pas trop quoi, mais penser. Par contre, en termes de constructeur, est-ce que Lamborghini va pouvoir être fiable? Je te parle même pas de gagner avec la Temerario, mais est-ce que ça va pouvoir être fiable avec l'équipe GRT? Bon, Rutronic, qui d'ailleurs passe de Porsche à Lamborghini, ça m'a étonné. L'équipe Rutronic Racing avec Niederhauser, Mappelli et Hensler qui sont sur une Lamborghini Temerario. Il y a peut-être ils se disent qu'il y a peut-être une continuité à faire par rapport à l'année dernière. Après, c'est pas le même modèle, tu l'as dit en intro. Donc, mais faut voir. Bah, de toute façon, faut la mettre à l'épreuve des 24 heures. Hein. Cette voiture. Non, mais Rutronic l'année dernière. Attends, Rutronic l'année dernière, ils étaient avec Porsche. Ouais. Et ouais, j'ai pas trop saisi effectivement le move, mais bon, on verra bien. Donc voilà, en pro, on peut voir que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien parce qu'il y a énormément de voitures qui peuvent gagner. Oh, je miserais peut-être une Mercedes.
Si on doit faire un pari. Attends, je réfléchis. Parce qu'on nous oblige. Tu mets tu mets quoi, toi? Moi, je mets Gounon, Yoncadella et Le Lame, allez. Ok. Même si j'aimerais bien, tu sais quoi, j'aimerais bien La quand 17, même que moi. Maxime Ouais. Martin. Bah voilà, bah oui, bah je sais. Ouais, je sens bien la 17, moi. Et Schiller. Ah ouais, bon, bah on va voir. Mais tu sens bien Mercedes pour le coup. Là, c'est vraiment beaucoup plus la loterie que Le Mans. Tu vois, Le Mans, quand on avait Bah fait oui. nos pronos, on était quand même pas trop mal dans le vrai. On était pas mal. Ouais. On était pas Ouais, mal. on était quand même pas loin sur les rythmes, sur qui allait être devant, etc. Là, sincèrement, déjà, ça me semble beaucoup plus ouvert. 2, je suis pas un spécialiste du GT World Challenge by Crosstrike by APR. Donc, non, mais vraiment, non, mais c'est une discipline à part, hein, faut pas se mentir. C'est de l'endurance, mais ça reste quand même un championnat à part avec ses règles. Et je vois des jolis noms, je vois des trucs qui me plaisent, mais ouais, c'est compliqué. Oui, non, mais je comprends. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Il y en a un par contre qu'il va falloir surveiller, je pense en tout cas, dans la Chevrolet Corvette, parce qu'il y a aussi Chevrolet Corvette évidemment engagé. Non, c'est ça? Eh ben, alors il y a Anton Doquin, mais je voulais parler de Mikkel Gard Pedersen, parce que lui, il est exceptionnel en European Le Mans Series. Franchement, vous voyez, on a parlé des Néerlandais, et on va en parler là dans quelques minutes, des Néerlandais, mais les Danois, oui. avec l'endurance, il y a un truc. Hein. Donc Dennis Lind et Mikkel Gard Pedersen, ça va être sympa avec Anton Doquin et Lenny Ried, le fils de Christian Ried d'ailleurs, qui lui aussi est en ELMS. Mikkel Gard Pedersen, il faut savoir quand même que c'est un pilote exceptionnel. Enfin, je pense que ça va être un futur grand, comme Malte Jacobsen, tu vois. Je pense que c'est quasi du même acabit. Voilà, je mets une pièce sur Mikkel Gard Pedersen. Voilà, je vous le dis. Pas forcément en GT, mais je parle en endurance globale. Je pense que ce gars-là, va falloir le surveiller. Il est tout jeune, il a 17 ans, et il a réussi déjà avec Rinaldi Racing en LMP3 à se montrer. Et ouais, vous l'aurez entendu ici, dans l'Endurance Club, dans 3 ans, dans 4 ans, si Mikkel Gard Pedersen est récupéré par Peugeot, bah vous le saurez. Ah ouais, carrément. Oui, parce que Peugeot aime bien faire rouler des pilotes danois. C'est vrai qu'ils ont une attirance pour les Danois, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il doit y avoir une succursale Peugeot au Danemark qui rapporte possible, des millions. En vrai, je pense qu'il y a peut-être des liens comme ça. Hein. Mais je pense, parce qu'il y avait Jason Watt, il y avait Magnussen, il y a eu plein de pilotes qui ont roulé avec Peugeot en tourisme notamment. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais j'avoue que je ne comprends pas. Bah, on fera une chanson sur les pilotes danois avec Peugeot. Ouais, oui. Attends, oui, si, on fera ça quand on aura moins moi je suis chaud, faire les parce que chansons. depuis... Oui, non, mais attends. Oui, on fera une tournée des Zénith. Depuis que t'as sorti... Non mais... Moi, je suis prêt à faire des rencontres l'Endurance Club. Je sais pas, vous dites-nous en commentaire si vous êtes prêts à faire la tournée des Zuperu pour avoir cette magnifique chanson. Tu m'as bluffé. Moi, je l'écoute en boucle. Je m'en parle tous les jours. Je vous conseille de... Je te jure, mais ça, je suis motivé comme jamais. Franchement, avec cette chanson. Arnache. Tu vois, je la connais par cœur. Bon, en tout cas, il y aura une Ferrari à surveiller au niveau des pilotes danois, parce que la Selected Car Racing, la 71, eh ben, elle n'a que des pilotes danois, dis donc. Là, ça va être sympa. 71, ok. C'est en Gold Cup. Il y a du Konrad Lorsen, ça je connais. Ça se passe. Simon Birch, ouais, Lorsen, ça va. Frédéric Schandorf. Ouais, ils ont fait les 24 heures du Mans. Il y a que Malte Ebdrup que je ne connais pas. Mais je connais pas Malte Ebdrup. Est-ce qu'il y a des équipages? Non. Et toi? Non plus. J'en étais sûr. Est-ce qu'il y a des équipages 100% français? Tiens, moi ça m'intéresse ça. Je crois pas. Hein. 100%. Je pense qu'il y a des équipages français. Bah non, il y a du... Non. Il y a du 100% belge par contre. Et ça c'est trop bien parce que tu me vois venir. J'ai parlé de la 7, la Come To You Racing, la Aston Martin Vantage AMR. Il y a la 700. Avec notre grande marshal de l'édition 2026 des 24 heures du Mans, Sarah Bovy, avec Grégory Servet, Xavier Gnoff et Nicolas Berthe. Ah, moi je suis impatient de voir Sarah avec cette Aston. Ça va être très sympa. Je sais pas ce que ça peut faire parce qu'elle est engagée en Pro-Am, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour une voiture 100% belge, enfin un équipage 100% belge. Ça serait sympa, ça rappellerait de belles heures justement des 24 heures de Spa. Oui. Ouais. Ah, là, on transitionne question du coup alors. Bah bientôt, parce que je pense que on a été au plus complet de ce qu'on pouvait
dire sur la catégorie pro notamment, parce que après sur les autres catégories, franchement, c'est encore plus difficile, quoi. Catégorie Gold, bah, on espère que les Français Giretti, Dauphin, Rougier, Plat, Gachet puissent faire quelque chose. C'est dommage d'ailleurs chez CSA Racing avec la McLaren, on aurait pu faire un équipage avec 4 Français. Ils sont 3. Il y a Jim Plat, Arthur Rougier, Simon Gachet et puis James Kell, le Britannique. Voilà, je suis un peu déçu de ça. Voilà, l'équipe CSA, ça aurait été bien de faire du français, du français, du français. Et donc un équipage 100% belge. Ça, c'est sympa. Et on a des femmes aussi. Alors, on n'a pas équipage 100% femmes, mais on a Sarah Bovy, on l'a dit. On a Lilou Wadou dans la Ferrari 50. Et on a Mitchell Gatting également. Ah, Roll aussi, j'avais pas vu. Okay. Et ouais, avec la Rutronic Racing de l'équipe allemande. Et c'est en catégorie bronze qu'on la retrouve. Ouais. Bah ouais, avec Antares O, Sven Müller et Martin Rump. Ça peut faire quelque chose, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même propre aussi. Hein. Ouais, ça peut être sympa. Alors après, c'est en catégorie bronze, donc ce qui veut dire qu'on a le même principe que ce qu'on retrouve aux 24 heures du Mans, hein, avec des pilotes bronze qui sont avec des pilotes gold ou silver. Mais c'est assez ouvert. On a même Mathieu Jaminet dans cette catégorie, pilote Porsche, qui normalement est chez Genesis. Mais tu vois, ils sont plutôt cool en fait, chez Genesis et chez Alpine. Mathieu Jaminet, pilote Porsche, oui, là, pour le week-end, tu veux dire. Oui, tout à fait. Qui était pilote Porsche et qui est avec Robert Renauer, Ralph Bonn et Hub van Eindhoven, un pilote néerlandais. Bon, et on a fait le tour là, je crois. Non, je sais pas. On peut pas aller plus non, deep. Mais... Sinon, on fait le palmarès d'Adam Christodoulou, je sais pas, on peut partir sur des trucs. Ouais, ou de Kari Schreiner, qui roule avec l'équipe Atento Racing. Ah, bien sûr, Atento. Incroyable, avec Georgios Kolovos. Non mais tu vois, tous les pilotes qui roulent en ELMS qu'on connaît sont aussi en GT. Ils veulent vraiment faire ce parcours complet, j'allais dire, entre GT et Proto. Et je pense que ça peut aider. Mathis Jobert, par exemple, roule avec Kessel dans cette catégorie bronze. Tu vois, Mathis Jobert, Dennis Marshall, Ben Tuck, ça peut être pas mal avec la voiture 74. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des noms d'équipes où je les entends que en GT World. Quoi. J'ai l'impression d'entendre Thomas Bastin quand tu les prononces. Quoi. Le trésor Atento Racing. Ah oui, pardon, oui, non, ça d'accord. Tempesta Racing, Zygo Sport, oui, ça ok. Ça... Herbert Motorsport aussi. Le Lion Speed GP. Oui, non, c'est vrai. Non, mais par contre, tu as. T'as quand même l'équipe JMW Motorsport, t'as quand même, ou d'ailleurs Pierre-Louis Chauvet va rouler. Pierre-Louis Chauvet va rouler en Ferrari, mesdames et messieurs. C'est parfait. Et ça. Le trésor Atento, ça c'est vraiment un truc bien GT World. Quoi. Ouais, j'avoue. Le Razun Morzan Racing, qui a aucun pilote d'annoncer au moment où on enregistre, ça c'est magnifique aussi. À une semaine même pas du truc, t'as pas de pilote quoi. Allô. Alors on a TBA qui est avec TBA et il y a To Be Announced aussi qui est là. Bon écoute, on verra. Je sais pas, ça me paraît fou. Ouais, tu misais pas grand chose sur 914, rassure-moi. Non. Non, je misais pas grand chose et d'ailleurs je ne serais pas déçu à mon avis parce que je pense qu'on n'attendra rien de cette voiture et qu'on n'aura rien d'ailleurs. C'est un peu comme l'équipe de Michael Wainwright, on n'attend rien et on n'a rien. C'est ça qui est bien. Razun, c'est vrai que je la connais pas cette équipe. Non, moi non plus. Mais c'est Morzan Racing, ils font beaucoup plus que du racing, ils font peut-être du squash, ils font peut-être du ping-pong, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas de pilote. C'est du air racing. C'est pas mal ça. Bon, allez. Bon bref. Enchaînons donc. Je te vois taquin là sur cet équipage. Bah oui, parce que je me dis, attends, mais comment tu vas te préparer à une course de 24 heures quand t'as pas encore de pilote annoncé à 6 jours du truc. Enfin, 6 jours, je suis gentil. Même pas, à 3 jours des premiers essais. Bon. Ça me dépasse. Bon, on va parler de c'est quoi ton actu avant de passer à la top question qui nous a occupé durant une bonne partie de la semaine. Quelle est donc ton actu pour la semaine à venir ? Tranquille. Ah, d'accord. Actu tranquille. Moi, je suis tranquille. Donc toi, tu te prépares sur le Mans classique. Ouais, le Mans classique. J'ai du boulot en fond sur d'autres sujets, notamment dans l'historique, donc je suis pas mal occupé là-dessus. Et voilà, j'ai un peu de boulot aussi en lien avec le championnat de France FFSA GT, puisqu'il y avait une course ce week-end à Spa, dans le cadre de la Spa Speed Week. By SRO, bien sûr, que j'ai raté. D'ailleurs que j'ai raté by AWS, by Fanatec. Mais j'ai raté ça parce que je devais être en Formule 4 et puis en fait je me suis retrouvé à Nogaro avec un Grand Prix camion sous la chaleur et malheureusement cette chaleur avec le plan canicule fait qu'il y avait quand même moins de monde qui s'en déplaçait. Oui, à mon avis, oui, tu devais pas avoir beaucoup de... Ouais.
Non, donc voilà, Mais les gens quand même passionnés étaient là. J'ai un petit peu de taf là-dessus parce que j'accompagne une équipe qui roule en GT4. Donc voilà, je m'occupe de ça. Puis après, oui, gentiment, je transitionne vers le Mans classique. J'espère qu'il fera chaud, mais pas trop, parce que c'est pareil, hein, c'est la même problématique, quoi, d'accueillir du monde dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas trop de malaise, qu'on n'ait pas un ressenti. Alors moi, ça va, hein, je serai en cabine climatisée, on la connaît, on l'a traîné ensemble la cabine, donc il n'y aura pas de problème, hein, mais je me dis pour les spectateurs, tu vois, j'espère qu'on aura de bonnes conditions et que ça sera pas trop chaud, parce que c'est toujours, c'est un peu plus, l'effort est un peu plus pénible et tu vois moins de choses et tu te fatigues plus vite, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, voilà, après, c'est le Mans classique. Malheureusement, je ne te retrouverai pas. J'aurais bien aimé, ça fait depuis 2012 que j'ai pas pu aller au Mans classique, je suis très déçu. Et pourtant, c'est là où tout a commencé pour moi, mais j'y reviendrai dans un podcast peut-être un jour. Ma vie, mon œuvre. L'épisode Nounou, numéro 2. 3, on a déjà fait 2 FAQ, je crois. Ah oui, on a déjà... Ah merde, épisode 3, oui. Je crois qu'on en a fait que 2. Qu'on en a fait qu'un, pardon. Oui, et ben, le Mans classique, j'y serai pas parce que je serai en ELMS à Imola, ce qui sera très bien aussi, hein, évidemment, il devrait faire chaud également. Mais ouais, je vais rater le Mans classique, ça va être une édition, je pense, qui va être mémorable. Hein. Pour le Mans classique ? J'imagine. Ouais. Ah bah ouais, nouvelle version, donc voiture des années 75 à 2015. Donc on est vraiment sur la période qui était la moins couverte avant, mais qui était couverte quand même parce qu'il y avait des courses support. En fait, c'était pas officiellement le Mans classique, mais c'était des courses support. Oui, c'est ça. Tu sais, les groupes C, les ERL, tout ça. Donc là, ça devient le focus. Et il y a des courses support en bonus. Notamment, il y a une course de NASCAR. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça. Ah bon ? Ouais, il y a de la NASCAR historique. Et en fait, des Américains viennent, ils ont un championnat là-bas de NASCAR historique. Ah, c'est énorme. Et ils viennent rouler là. Ouais, et ils viennent rouler là. Donc, bah, tu sais, c'est pour faire un lien avec 76, avec le fait qu'il y avait des NASCAR qui avaient roulé au Mans. Bien sûr. Donc, il y a ça. Il y a un plateau Ferrari Challenge aussi. Enfin, il y a des trucs un peu nouveaux. Vraiment, ça va être un Mans classique avec un focus beaucoup plus... moderne. Beaucoup plus moderne. Et donc, c'est un peu déroutant, je sais, pour certains. Ce qui va être déroutant, c'est que l'année prochaine, ça sera très 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 historique. Ça sera le focus inverse, ça sera 1923-1975. J'ai peur de ça. Bah, tu vois, la plupart des gens me disent qu'ils ont peur de l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des observateurs me disent qu'ils ont peur que là, ça soit un trou, parce qu'on est sur un truc trop récent, voitures qui parlent aux jeunes, mais c'est pas de l'histo. Alors que l'année prochaine, au contraire, il y a plein de gens qui me disent, mais on attend le Mans classique héritage, parce que ça sera l'autre nom. Parce que c'est vraiment l'histoire. Ouais, non, mais moi aussi, donc finalement, je pense que ça veut dire qu'il y a bien un public pour chaque, tu vois. Ah bah génial. Et ben bravo à toutes les équipes de Marco Ayoun alors à ce moment-là, parce que franchement, c'est un sacré pari. On va voir. En fait, il faut juste que ça c'est de la coulisse, mais vous gardez ça pour vous. Mais il faut il faut juste que les choses se mettent en place en termes de concurrents, parce que il y avait des gens, par exemple, qui avaient dans leur garage des voitures où ils pouvaient participer, je sais pas, j'ai n'importe quoi, plateau 3, plateau 4, plateau 5, tu te fais un week-end où tu roules dans 3 plateaux différents, tu bascules de, je sais pas moi... Tu mutualises quoi, les tu te faisais plaisir comme ça. Là, du coup, avec ce nouveau découpage, même si pas mal de gentlemen, pas mal de propriétaires sont fortunés, et vous imaginez bien, enfin on va pas se mentir, hein, y a pas mal d'argent dans ce milieu. Bien sûr. Bah c'est pas pour autant qu'ils ont une voiture pour répondre à chaque besoin. Donc en fait là ils se retrouvent à peut-être avoir qu'une seule voiture qui est éligible à cette période. Ah ouais. Et du coup est-ce que ça justifie le fait de se déplacer ? Parce qu'avant tu payais ton week-end, tu payais ton déplacement, mais du coup tu pouvais rouler dans 3 plateaux différents. Là si t'as pas une groupe C, ou si t'as pas une GT moderne, ou si t'as pas machin, bah finalement tu te retrouves éligible que en CER par exemple, enfin plateau 6 quoi, on va dire 5-6, mais si tu peux faire que ça du week-end, bah c'est un peu frustrant parce que ça reste de l'argent, ça reste quand même, faut payer les frais d'inscription, faut payer son déplacement, se loger, etc., etc. Et donc il y a un peu ce recalibrage ça c'est vraiment de la coulisse, hein. C'est pour ça que je vous dis ça en mode on le voit peut-être moins quand on est spectateur, mais il y a ce recalibrage qui est en train de se faire actuellement. Ouais, c'est intéressant de voir que les problématiques, en tout cas, peuvent être multiples et diverses, et que on voit pas vraiment, en tant que spectateur, en tout cas, toutes ces difficultés qui peuvent naître, quoi. Ouais, ça reste des difficultés sympas quand il faut savoir quelle voiture acheter pour rouler dans quel plateau. Mais par contre, c'est vrai. Moi, je me demande aussi, c'est pareil, tu vois, entre la voiture radiocommandée, la Fun Cup. Non, mais par contre, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que ça va redessiner un petit peu le marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sans doute se séparer de certaines voitures pour en acheter d'autres, des plus récentes, ou inversement. Enfin, ça va dynamiser le marché de la vente de voitures de compétition. C'est toujours intéressant. Je pense qu'on va avoir des voitures qu'on va voir revenir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Ah, bien, des sorties de grange. Ouais. À peu près, à peu près. Bah moi, je vais aller en Grèce ce week-end. Enfin, non, j'y vais pas en fait. Je reste à Paris, hein, spoiler. Mais je vais commenter le rallye de l'Acropole, dis donc, sur Canal. Donc Ok. voilà, ça va me changer un peu les idées. Malheureusement, bah, comme je commente le rallye de l'Acropole, je ne serai pas disponible suffisamment longtemps pour commenter les 24 heures de Spa. Donc bah, on m'a demandé, mais j'étais dispo simplement 8 heures sur 24. Et donc bah, ça ne suffisait pas, a priori. Donc, enfin 8 heures diffusées sur 24. Donc, Donc t'as sauté bon. au montage, quoi. Bah ouais, ouais. J'étais Ok. j'étais dispo en fait 4 heures le premier jour et 4 heures le dimanche. Et en fait, ça suffisait pas. Fallait être dispo 6 heures et 6 heures, je crois. Enfin, Ok, bon, bon. bref. Donc voilà, de la tambouille interne, mais bon, je suis très content de faire du rallye, hein, évidemment, sur Canal. Mon retour depuis quelques semaines sur Canal, puisque bah, j'étais quand même au Mans et à Nogaro, je disais. Donc bah, ça va être sympa. Et puis bah, je me prépare aussi doucement mais sûrement à l'été avec des épreuves modernes comme le LMS et des épreuves classiques à Charade, Oui, c'est deuxième week-end vrai. de juillet. Ah là là, j'ai tellement hâte. Parce que Charade, bah, c'est un peu mon fief, hein, je suis auvergnat, et surtout une discipline incroyable de voitures classiques bah, gérées par des Anglais, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Les Voilà. trophées d'Auvergne, t'as pas sorti le nom, mais c'est les trophées d'Auvergne, ça s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais oublié que Ah bah c'était le d'accord. trophée Eh d'Auvergne. oh, qui c'est qui s'occupe de la com ici? Trophée d'Auvergne, Oui, c'est vrai. c'est... Non mais ça, c'est si vous êtes dans le coin cet été, franchement, ça promet d'être un beau rendez-vous parce que c'est moi qui fais la promo de ton truc. Parce que Ah, bien. c'est Motor Racing Legends, donc MRL des Anglais qui ont repris la main, qui ont décidé d'organiser comme ça et de sortir un peu de leur Angleterre parce qu'ils font beaucoup d'événements en Angleterre. Bah oui. Il y avait Brandzatch ce week-end d'ailleurs. Et donc là, ils ont décidé de partir à la conquête de la France. Et de quoi de mieux que. C'est génial. On commence par le Paul Ricard. Bof, ouais, on va à Dijon. Il y a déjà pas mal d'organisateurs qui roulent à Dijon. Le Bugatti, c'est compliqué. Manicourt, ouais. Allons à Charade. Autant faire un truc bien histo, bien. Voilà, avec un circuit bien atypique. Donc voilà. Ok, génial. Ouais, ça promet d'être sympa. Il va y avoir des voitures d'avant-guerre. Il va y avoir des voitures années 50, 60. Enfin, en fait, il y a des choses qu'on a peu l'occasion finalement de voir en France, puisque la plupart de ces plateaux-là se produisent de l'autre côté du Channel, et donc ils viennent peu en fait. Donc là, il va y avoir des voitures que Eh vous oui. n'avez pas vues depuis longtemps, ça c'est certain. Oh là là, mais venez à Charade, venez en Auvergne. En plus, vous pouvez passer un bon moment si vous êtes juilletiste pour vos vacances. Et ben franchement, ça peut être pas mal de faire un petit crochet. Moi, je suis ravi. Moi, je connaissais que le trophée de l'avenir, tu sais, aux 24 heures de Spa. Mais le trophée d'Auvergne, c'est top. Voilà, Ah ouais, non, ça va être un je le très bon dis. week-end, franchement. Bah ouais, ça va être les 10, 11, 12 juillet, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. C'est ça, voilà, que je connaisse un peu mon calendrier. Bon ben voilà, en tout cas c'était notre actu et maintenant on passe au gros morceau, le gros morceau, la top question, puisque Aïe. on voulait faire le pont avec le Super U d'Arnage et les pilotes néerlandais. On a parlé de De Vries qui était le troisième vainqueur au général pour les Pays-Bas après Van Lennep et Jan Lammers. Et moi ma question c'était combien de Néerlandais ont été engagés dans la Sarthe aux 24 heures et engagés et qui ont roulé évidemment, parce que ceux qui ne se sont pas qualifiés, ça sert à rien. Et quels sont ceux même qui ont gagné dans leur catégorie? Ça, c'est la petite question bonus et j'aime bien rajouter un petit truc en plus en référence à Artus. Et alors, Bon, et ben on n'est pas voilà, c'est ça. d'accord. Et ben on n'est pas d'accord. Moi, j'en ai compté plus de 60. J'en ai 61 en tout, des pilotes qui se sont engagés donc aux 24 heures et qui ont soit terminé, soit abandonné, on s'en fiche, mais en tout cas étaient là. Et toi, tu es plutôt à 57? Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise un outil que je me suis développé sur mesure avec des classements, des historiques, des machins, et qui est en cours de développement. Donc, je peux pas. Tu sais, c'est la version bêta, quoi. Je peux Ouais, pas je comprends. certifier mon Bah oui. résultat, mais moi, je tombe à 57, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah moi, je suis à 61 en prenant en compte un pilote qui est considéré comme belge, Val Hilbrand. Ça, c'était dans les années 2000, 2001, 2002. Il a roulé sur la Dome de Racing for Holland, mais il est néerlandais naturalisé belge. Et on a Opintung, qui pour moi a été engagé sous la bannière néerlandaise parce qu'il est né aux Pays-Bas et qu'il avait sur quelques courses la bannière néerlandaise. Mais tu me dis que c'est peut-être pas le cas. Mais Quand il a gagné, il avait le drapeau chinois, ouais, en tout cas en LMP2, tu sais, avec c'est toujours le côté, DC Racing. c'est toujours l'ambiguïté de. C'est comme Marcello, tu vois.
Bah oui, est-ce qu'il est italien ou est-ce qu'il est suisse? Moi, je l'ai souvent commenté Oui. italien et maintenant il roule sur la licence suisse. Est-ce que Jules Eh Gounon, oui. qui là ce week-end est sous licence française, et Andorran, bon, voilà, c'est un peu Donc je compliqué, pense quoi. que nos écarts sont peut-être liés à ça. En tout cas, on a les essentiels, on a les vainqueurs, on a les voilà, on a quand même le Oui, oui, gros de la oui. masse, mais oui, effectivement, il y a un petit décalage. Et puis après, tu sais, on va pas se palucher ça pendant 2 heures, mais il faudrait voir les noms partants, les noms qualifiés, qui a pris le volant. Enfin bref. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que Ed Gus est néerlandais ou Ah, pas? Est-ce qu'il a pris le non. volant? On fera un épisode sur Ed Gus un jour. Un jour, on le fera. En tout cas, on a 4 victoires au général, donc 2 pour Van Lennep Oui. en 71-76, une victoire au général pour Jan Lammers en 88, et puis donc en 2026, victoire de Nick De Vries. C'est lui qui nous a fait penser à cette question. Pour moi, voilà, j'en ai soit 61 des pilotes, soit 59, et ils sont nombreux. Le premier, c'était Eddie Herzberger, qui est arrivé en 1935. Et ce qui est rigolo dans tout le déroulé qu'on a pu faire, c'est que de 1923 à 1977, ils étaient entre 12 et 13 pilotes néerlandais. Tu dis, bah, c'est pas mal. Mais comment tu arrives à 61 ou à 59 entre 78, enfin même 83 d'ailleurs, Jan Lammers, première participation, et 2026, t'imagines, ils sont plus de 46 à Ouais. être engagé entre 83 et 2026. Il y a eu vraiment une envolée et je me demandais et on se demandait est-ce que c'est Guy Van Lennep qui a lancé ça? Je sais pas. Je pense qu'il y a Franchement, lui, il y a aussi Heisman qui est quand même ouais, Toine Toine Esman, Heisman, tout à ouais, qui est fait. quand même pareil, un personnage enfin qui était polyvalent, enfin qui faisait pas que le Mans quoi, qui était ultra polyvalent. Et je pense que ça crée comment on appelle ça, ça fait des exemples quoi. Des Ouais, vocations. ça crée des vocations, ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, j'imagine que ça doit être ça parce que je t'avoue que même en Formule 1, il y a eu qui en Formule 1? T'en as pas eu, t'en as eu pas eu beaucoup en fait. Hein. T'as eu, bah, évidemment, Mayos, ouais. Yos, ouais, Max Verstappen, bien Ah oui, sûr. quand même. Euh, Ouais, à peu près. T'as eu qui? T'as eu Ben Pon ou Karel Godin de Beaufort, parce que je dis ça parce qu'ils étaient aussi au Mans. Karel Godin de Beaufort qui a gagné sa catégorie en 57, Ben Pon en 61. Donc finalement, t'as eu des parallèles comme ça. Guy Van Lennep aussi hein, a fait des grands prix, il en a fait 8 je crois, en Formule 1. Il a aussi gagné, donc on le disait, aux 24 heures du Mans. Globalement, ceux qui ont roulé en Formule 1, à quelques exceptions près, ont aussi roulé aux 24 heures du Mans. Tu vois, Boy Haig, qui a fait une participation au Mans, a fait 3 Grands Prix de Formule 1. On a Jan Lammers, bien sûr. Robert Doornbos, non. Robert Doornbos, il n'a pas fait le Mans. Et j'ai été surpris d'ailleurs de ne pas le retrouver, alors qu'il a participé en Formule 1 avec Red Bull notamment, à 11 Grands Prix, enfin Minardi et Red Bull en tant que pilote et d'essai. Christian Albers aussi qui était là. Et puis on a des familles. On a Charles Ouais, Walsman ouais. senior qui a roulé. Donc lui c'était en 90, 91, 92. Et on a son fils. Ah, il me paraît que c'était un baron de la drogue, alors ça, il faudra que je revérifie quand même, Charles Walsman. Et son fils, Zolzman Junior, a roulé avec André Lauterer. Ça, faut qu'on raconte l'histoire Bah oui. ou... Ah, bah non, faut inviter les gens à aller écouter le podcast avec André Lauterer de l'année Ouais, voilà, dernière. c'est ça. Parce qu'en fait, oui, ils ont roulé à deux, effectivement. On mettra le lien. Bah oui, pour nos nouveaux venus dans le club. Et ben en fait, André Lauterer raconte l'histoire justement, et ils n'ont été que 2 à participer à cette épreuve sur l'Audi en 2009. Ouais, Voilà. ça fait partie des récits un peu légendaires. Enfin, c'est pas, ils gagnent pas, il est pas en train de se battre devant, je sais même pas à quelle position il termine, mais ça fait partie des éditions fondatrices. Enfin, en tout cas, pour lui, ça a été fondateur dans son histoire avec Le Mans, à André Lauterer. Ouais, c'est clair. Et donc, tu vois, hein, du coup, on a effectivement des familles comme ça. Jos Verstappen qui a roulé et qui a gagné en LMP2 en 2008 va peut-être être succédé par son Ouais, c'est fils. vrai. Max, il n'a pas encore roulé. Les gens Bah ouais. ont... Enfin, les gens... Putain, je me déteste quand je dis ça. Ah bon, d'accord. Non, mais... Légende. Ouais. Non. L- Peut-être que la victoire de Jos Verstappen en LMP2 est complètement ignorée. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais, faut quand même être un peu connaisseur du Mans et de son histoire récente et de son Oui. évolution pour savoir que le père Verstappen a gagné au Mans, quoi. Bah oui, il a gagné au Mans avec un équipage en plus, je Van crois, Merstein. 100% néerlandais. Ouais, il y avait du Van Merstein avec et... Enfin, Peter, quoi. Et... le dernier, c'était quoi? Qui le troisième, je me souviens plus. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ça, c'est victoire en LMP2 Blake quand même, moi, qui est ma Molen, non, catégorie pas Blake préférée. Molen. Non, c'était... si, Ah, Blake Molen. Jeroen Blake voilà, tu Molen. vois.
tout à fait. Sur une Porsche RS Spyder Evo. Blanche et violette, magnifique. Ouais, franchement, ça c'était une sacrée caisse. Il y aurait eu du jaune et violet. J'aurais dit que c'était parfait, parce que c'est les couleurs de trajectoire. Mais bon, elle était blanc et magnifique violet, cette caisse. Verstappen, ouais, je me souviens avec sa tête de pirate là, putain, il était pas baisant. Après, il y a eu des victoires de Peter Cox, par exemple. Ah, oui. On a eu la famille Hesmans, puisqu'on a parlé de Tuan, mais il y a eu Mike Hesmans aussi qui a roulé. On a eu la famille Van Spluteren avec Paul qui a roulé en 2010 pour une édition et Max en 2020. Ah, c'est pas mal. En 2030, on aura Rosset. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez les Van Spluteren pour en parler. On a eu des pilotes féminines aussi aux Pays-Bas et c'est pas beaucoup de nationalités finalement qui peuvent s'en targuer, avec Bate Visser qui a fait 2 participations. Pas mal. Ok, une avec Richard Mille là, ça. Oui, bah non, 2 avec Richard Mille, 20 et 21. Okay. Ouais, avec des équipages 100% féminins. Et puis donc, Opiltung, pour moi, il est sino-néerlandais, donc il avait roulé pour moi sous licence néerlandaise, mais tu n'es pas d'accord? Non, je pense que vraiment il communiquait à fond sur le côté chinois là pour le coup. Bon, d'accord. Mais en tout cas, il est né aux Pays-Bas. Peut-être, mais peut-être que des gens ne le savent pas, voilà. Et puis il y a eu Niki Katzbur qui a beaucoup gagné, notamment avec Ben Keating en 2023 en GTE AM et puis en 2026 en LMGT3. Voilà, on a eu des victoires quand même assez nombreuses. Robin French aussi en 2021 en LMP2, lui aussi. C'est vrai, avec la fameuse arrivée où il gagne parce que l'autre voiture est arrêtée. Ouais, c'est ça, et puis que ça se joue à rien du tout face à la Jota, et que Patrick Morisseau a failli se faire un petit peu tailler un short avec le drapeau à damier. Exact. Bon, alors, du coup, nouvelle new question. Oui. New question, effectivement. Voilà, donc on va quand même saluer Fabien Barret, qui a tenu à répondre justement à cette top question. Il avait dit 57 pilotes au pif, j'attends le résultat. Tu vois, pas si loin. Hein. Ah, tu vois. Pas si loin, parce que toi, t'en as 57. Moi, j'en ai 59. Et si je rajoute le petit bonus des doubles nationalités, j'en ai 61. Voilà. Il va s'arrêter avec ce bonus-là. Et par contre, Panos nous dit 62. Alors moi, je sais pas où il les a trouvés. Là, il y a bonus du bonus, là. Là, on a naturalisé un pilote qui n'existe pas. Je ne sais pas qui est le 62e pilote néerlandais selon Panos. Mais en tout cas, bravo, parce que il a vraiment été très, très solide sur ses appuis avec des victoires de catégorie. Alors, toutes n'ont pas été nommées, mais quand même, il a oublié celle par exemple de Maurice Schuring. En 2024, le gars vient, il gagne avec Proton et il s'en va. 100% de réussite. Maurice Schuring, il n'est pas revenu, ok. Non, ouais, il sera là d'ailleurs. Hein, c'est pour ça, oui, non, mais ça fait partie des noms qu'on voit souvent, mais ok, je croyais qu'il était revenu depuis. Okay. Donc voilà. Bon, et la top question de cette semaine, on a statué sur quelle question d'ailleurs c'est un certain pilote belge. Ça parlait de Belgique et ça parlait d'une victoire, je sais pas comment tu vas la tourner. Ah oui. Mais... en fait, on a, on va dire, 2 éditions qui sont assez spécifiques, et on a un pilote belge, voilà, qui était sous le feu des projecteurs, ou pas d'ailleurs. Je sais pas comment la tourner, parce que j'ai pas envie de donner trop d'indices. Bon, vous savez que c'est un pilote belge déjà. Il y a 2 éditions pour lesquelles il y a un petit flou artistique sur ce qu'il a fait. Et la 3e, là pour le coup c'est très officiel. On parle d'un pilote belge vainqueur, hein, on parle pas d'un pilote belge qui a fini 28e général, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est parmi dans les éditions des 24 heures de Spa-Francorchamps. Parmi les vainqueurs, il y a un pilote belge vainqueur. Il y a des trucs un peu flous sur lui. Voilà. Et on voudrait déjà quelles sont les éditions qu'il a remportées. Et on a 2 éditions où justement il y a quelque chose d'un petit peu flou. On vous aide, c'est avant les années 90. Voilà. Et c'est après les années 60. Ah ouais, toi t'aides beaucoup. C'est dans les années 70. Hein. Voilà, exactement. Bon, ça va être très facile. Ah non, je sais pas, franchement, tu me l'as appris quand même. Ouais. Ah ok, bon d'accord. Donc tu as un pilote belge, voilà, qui sur 2 éditions, c'est un peu flou, et c'est un vainqueur des 24 heures de Spa-Francorchamps. Voilà, on veut savoir le nom de la personne, et puis les 2 éditions en question, et peut-être et qu'est-ce qui est flou, voilà. Qu'il a. Et justement, par contre, il y a toutes les réponses sur internet. Je partagerai le lien du coup la semaine prochaine, mais il y a un article ultra complet. Voilà, on aura l'occasion d'en parler quand on en aura la réponse.
Voilà. Et ben, on veut le savoir, le nom du pilote, les spécificités justement et la particularité de ces deux éditions dans les années 70. Et puis voilà. Parfait. Il n'y a pas plus à dire. On fera un remix de la Brabançonne aussi. Je te dis, moi, tu as lancé chez moi l'envie de faire des blind tests des créations de contenu musical. Voilà, je sais pas si j'ai Franchement, bien fait. le super hurnage. Ah si. Ah là, moi, je veux des éditions sur les pilotes danois et les nouvelles pépites, justement, avec Peugeot. Je veux des éditions de la Brabançonne remix par David Guetto. Des pilotes alsaciens, des pilotes... comment on dit, des pilotes bretons, enfin bon bref. Ouais, je vois que j'ai ouvert un truc. Ok. Ça y est, t'as ouvert la boîte de Pandore du DJ 7. La boîte de Pandore. Non, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et en tout cas, sur les réactions des autres numéros, je tenais à souligner qu'effectivement, dans ce club, on est plusieurs femmes. Enfin, on est plusieurs femmes. Moi, je ne suis pas une femme, mais je dis, il y a plusieurs femmes à écouter l'Endurance Club. Oui, Mathilde, Clémence également, et puis bien d'autres, hein, Evelyne et d'autres. C'est un club mixte, voilà, tout simplement. Et c'est toujours super de vous écouter, nous dit Mathilde. Merci beaucoup. Clémence, qui n'avait pas vraiment tout compris sur la stratégie aux 24 heures du Mans avec Duquesne, on a essayé de l'expliquer justement. Et puis Raph qui a adoré cette édition. C'était une édition qui n'était pas forcément impressionnante, mais les écarts étaient faibles. Fabien Barret qui a aimé cette édition. Adrien Pavou que j'ai pu rencontrer et qui était vraiment passionné et qui a un petit peu de crainte sur la carrière de Lilou Wadou, parce qu'on en parlait, tu vois, moi je pense que c'est une future pilote hypercar et Adrien pense que ce n'est pas le cas. Ah ouais. Donc j'espère qu'il aura tort. Je miserais bien sur elle, ouais. Ouais, là, attends, elle roule dans la 50 cette année, oui, aux 24 heures de Spa. C'est la Ferrari officielle. Si elle est là, c'est qu'il n'y a pas de Foucault, il n'y a pas de Pierre Guidi, mais non, ouais, en vrai, elle est sur la bonne trajectoire. En tout cas, elle est au bon endroit, au bon moment, si jamais ça s'est amené à viser un volant hypercar, clairement. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Panos qui est super content d'avoir pu faire cette rencontre. J'y tiens, hein, mais on va dupliquer ces rencontres justement sur les circuits. Alors il faudra trouver les bons moments, les bons endroits où on est susceptible d'être plusieurs membres du club quand même. Mais rencontre avec passionné parce que il a terminé avec Pierre-Antoine une grosse partie de la course. Je l'avais déjà dit, je crois, mais je suis tellement content de le lire. Voilà, sur ce fait de passer de bons moments avec les membres du club. Donc voilà, merci Panos, merci Pierre-Antoine aussi pour partager, voilà, tout simplement. Ninou qui a commenté aussi sur cette édition, Nathan, Damien Jordan aussi qui aime beaucoup écouter toutes ces rumeurs sur Toyota notamment et ces épisodes de l'Endurance Club, Arthur, Mathéo qui est un fidèle parmi les fidèles, Dom, Grovush qui est là aussi. Gros merci à l'équipe FIA avec plus. Ah bah voilà, et avec plaisir. Et c'est qui? C'est Dave Murray qui a dit mais je m'attendais pas à avoir un Road to 5410 sur le live FIA avec plus à 3h du mat. Ah bah écoute, c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu. Ouais, 3h du mat, attends, on a réuni les membres de l'Endurance Club et on a réuni surtout les deux animateurs de l'Endurance Club, donc ça c'est top. Ouais, c'est top. Bon Geoffroy, c'était bien c'était bien ce petit brief ou preview, j'allais dire, des 24 heures de Spa. On verra si on a eu raison de miser sur les Mercedes, voilà. 3 ou 17. J'ai retenu. Yes, ouais. Bon, on n'a pas fait de top prono, on n'est pas encore assez calé en GT World pour ça. Ouais, voilà, j'ai pas assez de billes là-dessus. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des 24 heures de Spa de cette nouvelle édition. Donc, justement, la 78e édition de cette épreuve des 24 heures de Spa qui va être, je pense, assez exceptionnelle à suivre justement ce week-end. On sera on sera au taquet, que ce soit sur Automoto la chaîne ou sur la chaîne YouTube du GT World. Ça va être génial. N'oubliez pas de booster, de partager, de parler à vos amis de cette Road to 5410 en leur disant mais tu sais pourquoi ils ont pris 5410? Ben oui, parce qu'il y a un lien avec les 24 heures du Mans. Bref, je vous laisserai faire votre speech en famille le dimanche autour d'un bon poulet rôti. Merci beaucoup Geoffroy. À la semaine prochaine. Allez, salut, à la semaine pro. Eh bah oui, ciao. De nacht is jong, de motoren razen, hoor je die zon?
als de vlag valt en de stilte komt, dan is er één plek waar iedereen heen komt. Wie pakt hem vandaag? De Super-U van Arnage zonder vraag. 3, 2, 1, de lichten gaan uit en heel de start zingt mee. Hoor dat geluid! Super-U, Super-U, Super-U van Arnage, ja dit menen wij. Super-U, Super-U, sneller dan de bolides en de kar is vrij. Super-U, Super-U.